Promouvoir une discipline et en faire les règles sont deux choses bien distinctes, et ça, la F1 le sait mieux que tout autre sport. Car depuis les années 1980, une séparation stricte des pouvoirs est en vigueur au sein de la catégorie reine du sport auto. La Fédération internationale de l'automobile, dite FIA, règne sur l'aspect sportif quand la Formula One Management, dite FOM, s'emploie à vendre la marque F1 afin de la faire fructifier. L'origine de cette séparation est bien connue pour certains et seulement évocatrice pour d'autres, et se présente sous le nom de conflit FISA-FOCA. Cette dispute politique marquera les années 1970, aboutira à la répartition des pouvoirs que l'on connaît aujourd'hui, fera émerger d'éminentes figures de la discipline et ne cessera de résonner dans l'histoire de la Formule 1 comme étant le point de bascule, ayant fait passer ce sport du stade de club de riches européens fous furieux d'après-guerre à un mastodonte économique du début du XXIe siècle. Alors pourquoi la F1 est-elle gérée de cette manière ? Cette répartition des pouvoirs entre Fédération internationale de l'automobile et Formula One Management est-elle équitable et surtout, quel est l'impact de cette gestion sur la gouvernance du sport aujourd'hui ? Allez, on fait un petit point d'histoire dans F1 à la loupe. Officiellement, la répartition des pouvoirs en Formule 1 est nette et sans bavure. La FIA, fondée en 1904 et actuellement présidée par Jean Todt, fixe le règlement sportif et assure la bonne organisation d'un championnat de F1 que la Formula One Management, gérée par la société américaine Liberty Media depuis 2017, s'emploie à vendre aux chaînes de télévision, aux propriétaires du circuit et à de multiples sponsors. Mais cette séparation des pouvoirs entre le sport et le business, entre l'organisation et la promotion, entre le non lucratif et le lucratif n'a pas toujours existé en Formule 1. Jusqu'en 1970, la discipline était en effet gérée d'une toute autre manière. 1971 marque un tournant qui va remettre en question son fonctionnement économique et sa logique politique. Cette décennie charnière a ainsi rythmé un conflit entre deux instances, la FISA, Fédération internationale du sport automobile, qui était à l'époque la branche sportive de la FIA, et la FOCA, Formula One Constructors Association, qui rassemblait la plupart des écuries du plateau. Mais de quoi parle-t-on ? Jusqu'aux années 1970, le pouvoir de la FIA sur la F1 était incontesté. Non seulement elle régnait sur le plan réglementaire et sportif, mais elle occupait également les pouvoirs économiques et commerciaux, les profits générés par la F1 étant perçus et redistribués par la fédération elle-même. Cependant, la relative démocratisation de la discipline, les retombées économiques de plus en plus importantes, l'essor de la télévision et celui du sponsoring, ainsi que la poursuite du défi technologique ont engendré une inflation économique qui s'est répercutée sur les dépenses de plus en plus colossales de la part des constructeurs. À partir de la fin des années 1960, l'économie de la F1 connaissait donc une certaine expansion, alors que son système politique restait inchangé, si bien que les revendications par la plupart des constructeurs auprès de la FIA se sont rapidement multipliées. Et oui, car non lucrative, la fédération ne s'intéressait pas vraiment à la santé économique de ses constructeurs, et préférait en effet réinjecter les revenus générés par les grands prix dans l'organisation d'autres événements sportifs, plutôt que de renflouer les écuries de F1. C'est dans ce contexte que les constructeurs exigent à partir de 1972 qu'une part des revenus croissants perçus par la FIA leur soit équitablement restituée. Revendications qui aboutiront 2 ans plus tard à la création de la Formula One Constructors Association, donc la FOCA, une organisation regroupant les constructeurs rebelles et représentée par qui ? Eh bien par Bernie Ecclestone et son complice de toujours, Max Mosley. La pression exercée par la FOCA sur la FIA s'axe d'une part sur l'aspect réglementaire et sportif de la F1, qui est un moyen indirect d'agir sur l'économie du sport. La FOCA milite ainsi pour la légalité d'éléments aérodynamiques à la fois redoutables et assez peu coûteux tels que les jupes, des appendices qui permettaient d'obtenir une meilleure circulation du flux d'air sous les monoplaces et donc une meilleure adhérence dans les courbes. Elle milite en revanche contre les moteurs turbo, technologie prometteuse de l'époque mais trop coûteuse à mettre au point pour les constructeurs de la FOCA. Il s'agissait d'un luxe que seuls les grands constructeurs généralistes comme Renault, la Scuderia Ferrari et Alfa Romeo pouvaient se permettre de développer. D'autre part, la FOCA de Bernie Ecclestone et de Max Mosley avait également entrepris de négocier directement avec les propriétaires de circuits de F1, qui jusqu'alors décidaient des tarifs d'accueil à la place de la FIA.
Ah mais vous ne la faites pas à notre Bernie, hein, non non non. En vieux renard, le Britannique a littéralement inversé le rapport de force et les propriétaires de Grand Prix ont été contraints de payer des honoraires de plus en plus élevés en vue d'accueillir le paddock, sous peine de ne pas voir les 3/4 du plateau de la F1 se faire la course. Ce procédé rend dès les années 1970 l'activité des constructeurs de la FOCA bien plus lucrative puisqu'ils peuvent enfin récolter une part du gâteau que la FIA leur refusait. L'époque marque donc le début d'un schisme politique entre le pouvoir sportif et le pouvoir économique en F1. Schisme confirmé en 1975 par un accord tacite entre la FIA et la FOCA qui prévoyait un premier partage des pouvoirs. La FIA accepte donc de fixer une augmentation annuelle des frais pour les hôtes de Grand Prix, alors que la FOCA devenait libre de redistribuer plus ou moins équitablement les profits ainsi générés à chaque équipe. Mais en 1978, c'est le coup de théâtre, mesdames et messieurs, car un personnage refuse totalement d'accepter ce nouveau rapport de force, le français Jean-Marie Balestre. Lorsque ce dernier arrive à la tête de la FISA, donc la branche sportive de la FIA, son ambition est claire. Stopper l'ascension de la FOCA de Bernie Ecclestone pour permettre à une FIA, alors décrédibilisée, de reprendre le contrôle de l'économie de la F1. Cette contestation plonge ainsi la F1 au cœur du conflit politique FISA-FOCA avec tous les rebondissements que l'on connaît. Les menaces de boycott et la création d'un championnat parallèle par la FOCA qui aboutira au flop retentissant du Grand Prix sud-africain de Kyalami de 1981, non reconnu par la FIA et surtout non couvert par les médias et les télévisions. Face à cette impasse, réunir les parties prenantes autour de la table à manger a été la seule solution, avec en plat principal la signature des premiers accords Concorde qui réglera le conflit via des clauses irréversibles pour la Formule 1. Les accords Concorde régissent et stabilisent pour une période d'environ 5 ans le fonctionnement de la F1, son cap technologique, son partage des pouvoirs et son système de répartition des revenus. Mais d'un point de vue philosophique, ils incarnent surtout l'essor du business tout-puissant en Formule 1 et l'affaiblissement de l'institution mère de la discipline. En effet, les 7 ratifications de 1981 à 2013 ont amoindri considérablement la marge de manœuvre de la FIA en tant qu'instance régulatrice. Le premier accord de 1981 met donc en échec Jean-Marie Balestre. Non seulement le français n'a-t-il pas été en mesure de revenir sur la séparation des pouvoirs instaurée en 1975 entre le sportif et l'économique, mais la FIA a définitivement perdu ce jour-là le contrôle des droits TV au profit de la FOCA. Une acquisition particulièrement stratégique, la télévision devenant un acteur émergent dans l'économie de la F1 de l'époque. La deuxième version des accords Concorde, celle de 1987, confirme les termes du premier et permet également au seul Bernie Ecclestone de se détacher des constructeurs qu'il représentait en leur louant la gestion des droits télévisés. Pour ce faire, ce dernier fonde la même année une société indépendante, la FOPA, Formula One Promotions and Administration, qui deviendra plus tard la Formula One Management. Cette location des droits TV aux constructeurs devient vite permanente, pour 100 ans, après la signature du 4e accord Concorde de 1997. Dès lors, Bernie Ecclestone et la Formula One Management ont les mains libres de la FIA depuis les accords Concorde de 1981 et libres des constructeurs dont ils s'émancipent complètement après 1997. Cette indépendance est d'autant plus décomplexée que le complice des premiers jours de Bernie Ecclestone, Max Mosley, a été élu à la tête de la FIA à partir de 1991. Le hold-up politique est alors complet. Écartée de l'économie de la F1, la FIA voit même la dégradation de son influence s'étendre à son pouvoir sportif à partir de 2008. Cette année-là, Max Mosley, alors toujours président de la fédération, écrit une lettre officielle dénonçant les propositions faites dans le cadre du 6e accord Concorde par l'actionnaire majoritaire de la F1 de l'époque, CVC Capital Partners, et son bras droit, Bernie Ecclestone. Et voici ce qu'il écrivait. Le détenteur des droits commerciaux demande à contrôler les règlements de la F1 et à pouvoir vendre ce marché à n'importe qui, et donc prendre totalement possession de la discipline. La FIA ne devrait pas accepter cela car nous mettrions en danger sa viabilité en tant qu'organisme de contrôle du sport mécanique international. De mon point de vue, nous ne devrions signer de nouveaux accords Concorde que si cela renforce le pouvoir de la FIA. Une déclaration quand même quelque peu cynique de la part d'un homme qui a pleinement participé à l'instauration de ce rapport de force. Le 7e accord Concorde, celui qui a régi le sport ces 7 dernières années, n'est que la continuité des précédents. Signé en 2013, il marque la fin du monopole de la FIA sur le contrôle sportif de la F1.
En effet, il instaure une nouvelle instance décisionnaire et législative interne, à savoir le groupe stratégique. Un comité qui rassemble la FIA, la Formula One Management et les 6 constructeurs les plus compétitifs du championnat précédent. Il a pour objectif de proposer au Conseil mondial du sport automobile les mises à jour techniques et sportives pour le règlement de l'année suivante. Ces propositions sont étudiées puis votées à l'occasion du Conseil mondial par la commission F1, réunissant des représentants de la FIA, les détenteurs des droits commerciaux, les équipes, les organisateurs de Grands Prix et quelques éminents sponsors. Tout ça est très compliqué, vous avez dû le remarquer, mais retenez simplement que le pouvoir de la FIA sur le domaine sportif et réglementaire est désormais dilué dans un panel d'organes exécutifs et législatifs, ce qui est un deuxième coup fatal porté à l'institution mère de la Formule 1. Il est frappant de noter que le conflit FISA-FOCA pour l'hégémonie de la F1 met en exergue les différences culturelles et historiques pour la pratique du pouvoir. La FIA, organe légitime et régulateur, incarnant l'État-providence en Formule 1 et défendu par le français Jean-Marie Balestre, a perdu face à une philosophie libérale à l'anglo-saxonne, incarnée par le britannique Bernie Ecclestone. Le passage d'une gouvernance centralisée à une gouvernance libérale via cette séparation des pouvoirs a ainsi accordé à la Formula One Management de Bernie Ecclestone puis de Chase Carey une très grande autonomie en vue de transformer la F1 vers le sport planétaire que nous connaissons aujourd'hui. Désormais actionnaire très minoritaire de la F1 avec 1% des parts et gratifié annuellement par la Formula One Management et les constructeurs, la FIA n'est pas seulement séparée des enjeux économiques de la discipline, elle y est totalement soumise et tributaire, ce qui peut représenter une menace à la sauvegarde de son indépendance. Une soumission dont Max Mosley, instigateur avec Bernie Ecclestone de ce système et président de la FIA de 1991 à 2009, est l'incarnation. Mais bien au-delà de la question de la gouvernance, si cette séparation des pouvoirs a permis l'explosion planétaire de la F1, elle est également à l'origine d'un modèle économique bancal et de nombreux déséquilibres financiers entre les constructeurs qui, depuis 1997, n'ont plus tellement leur mot à dire sur les revenus qu'ils perçoivent. Ironique quand on sait que le conflit FISA-FOCA avait pour but premier une redistribution des revenus plus équitable entre les parties prenantes. Ces déséquilibres financiers qui fragilisent bon nombre de petites équipes et appauvrissent le spectacle ont enfin directement été adressés en marge de la signature de la 8e version des accords Concorde par la FIA, la Formula One Management et les écuries au mois d'août 2020. Du coup, les accords Concorde version 2020 symbolisent-ils un système en bout de course ou annoncent-ils une véritable révolution de palais ? Eh bien on va voir ça un petit peu plus tard. Merci d'avoir été attentif à ce podcast. S'il vous a plu, je vous invite à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Allez, on se retrouve très vite dans F1 La Loupe. Ciao!